Alors, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. C'est Khadija. On va aborder aujourd'hui un cours qui est très important en hématologie, d'accord? Après avoir vu la leucémie aiguë, on va attaquer aujourd'hui la leucémie myéloïde chronique, d'accord? Je vais être le plus simple possible pour simplifier les choses, pour que vous reteniez les bases du cours. Ça ne sert à rien que vous encombrez votre tête avec des informations inutiles. Et ensuite vous ne retenez pas les bases, donc je préfère que vous retenez les bases du cours, comment raisonner de façon logique pour comprendre les signes de la leucémie myéloïde chronique. C'est parti. Alors si c'est la première fois que vous regardez mes vidéos, n'hésitez pas surtout à s'abonner à la chaîne pour recevoir toutes les vidéos que je poste. Vous trouverez le lien toujours de mon Instagram et de ma page médicale dans la boîte d'infos. Je poste tout le temps des publications, n'hésitez pas surtout à s'abonner pour recevoir toutes mes publications. C'est parti. Alors, c'est quoi la leucémie myéloïde chronique? Alors, il faut savoir que déjà, c'est une hémopathie maligne. Je vous ai dit, à chaque fois que vous entendez le mot leucémie, ça veut dire que c'est une prolifération de cellules au niveau de la moelle. D'accord? Ça ne peut pas être périphérique. Les cellules ne peuvent pas siéger, par exemple, au niveau des organes lymphoïdes secondaires, au niveau des ganglions. Ce n'est pas une leucémie. À chaque fois que vous entendez le mot leucémie, ça veut dire que c'est une prolifération de cellules, d'accord, qui se situe au niveau de la moelle. D'accord? Qui se situe au niveau de la moelle. Maintenant, quand je vous dis le mot myéloïde, ça veut dire, c'est pas comme la leucémie aiguë. Donc, je vous ai dit, dans la leucémie aiguë, myéloïde, ça veut dire qu'elle prolifère à partir de cellules myéloïdes. Là, c'est pas toujours le cas, d'accord? Dans la leucémie chronique, myéloïde, la prolifération dans ce cas est à partir de cellules qui vont former, ou à partir des précurseurs, d'accord, qui vont former les granulocytes. Retenez ça très bien, qui vont former les polynucléaires, d'accord? Parce que si ça touche, la prolifération touche par exemple les précurseurs qui vont donner les globules rouges, ça va donner une autre maladie. C'est la polyglobulie de Vaquez. Ça n'intéresse pas notre cours, d'accord? Et si ça touche les précurseurs qui vont donner les cellules, qui vont donner les plaquettes, d'accord, les thrombocytes, ça va donner une autre maladie, d'accord? Donc retenez ça très bien. C'est pas comme le cas de la leucémie aiguë, myéloïde et lymphoïde. Quand je vous dis leucémie myéloïde chronique, déjà le mot leucémie, c'est une prolifération maligne, d'accord, à partir de cellules qui se trouvent au niveau de la moelle. Prolifération maligne à partir de cellules qui se trouvent au niveau de la moelle. Chronique, le mot chronique veut dire que ce sont des cellules qui sont plus ou moins matures, d'accord? Donc c'est à partir des précurseurs, c'est pas à partir des blastes comme c'est le cas pour la leucémie aiguë. La leucémie aiguë sont des cellules totalement immatures, c'est les blastes. Mais tant que les blastes vont donner des précurseurs, ce sont des cellules plus ou moins matures, d'accord? Des précurseurs, donc ce sont des cellules plus ou moins matures. Donc on parle dans ce cas de leucémie chronique, d'accord? La leucémie chronique, elle est de deux types, myéloïde et lymphoïde. Notre cours d'aujourd'hui s'intéresse de la myéloïde. Retenez ça très bien, que myéloïde ne veut pas dire que toutes les cellules de la lignée myéloïde. Non, c'est seulement les précurseurs qui vont donner les granulocytes, les polynucléaires. D'accord? J'insiste sur ce point, d'accord? Parce que si la prolifération touche les précurseurs qui vont donner les globules rouges ou bien les précurseurs qui vont donner les plaquettes, c'est des maladies à part, d'accord? Donc, par définition, leucémie myéloïde chronique, c'est une prolifération de cellules de façon maligne au niveau de la moelle, à partir des précurseurs plus ou moins matures, parce qu'on parle de chronique, d'accord? Myéloïde, ça veut dire des cellules qui vont former, ou les précurseurs qui vont former les polynucléaires, les granulocytes, d'accord? La ligne granulocyte, d'accord? Très bien. Donc c'est une hémopathie maligne clonale acquise. Pourquoi? Parce que ça concerne une translocation. Toutes les cellules qui vont proliférer ont cette translocation. Donc groupe de syndrome myéloprolifératif, d'accord? Très bien. Les syndromes myéloprolifératifs, c'est cette leucémie myéloïde chronique, plus la polyglobulie de Vaquez, plus les pathologies qui donnent la prolifération des plaquettes. Anomalie chromosomique quasi constante, d'accord? Dans les cellules qui vont proliférer les cellules malignes,
Donc, on va voir toujours cette translocation entre le chromosome 9 et le chromosome 22, d'accord? Où une partie du chromosome 22 va être attachée au chromosome 9, d'accord? Le chromosome qui en résulte, à partir de cette translocation, est appelé le chromosome de Philadelphie, d'accord? Donc, le chromosome de Philadelphie. Vous savez que chaque gène va coder pour une protéine. Tant qu'il y a ce chromosome, c'est un cas pathologique, d'accord? Dans nos cellules normales, les cellules normales n'ont pas ce chromosome. Tant qu'on a ce chromosome, un nouveau gène va se former. Un nouveau gène va former, donc vous savez que la traduction des gènes, c'est des protéines au final, d'accord? Ils vont passer par l'ARN, etc. Donc on aura une protéine. Donc la protéine qui en résulte dans ce cas, dans cette pathologie, retenez ça très bien. Donc c'est une protéine BCR-APL qui a une forte activité tyrosine kinase. D'accord? Et cette protéine, elle est responsable de, désolé, de la prolifération anormale de ces cellules au niveau de la moelle. D'accord? Très bien. Donc, un peu de physiopathologie. On a déjà dit que toutes les cellules qui vont proliférer, je vais agrandir un petit peu pour que vous voyez le schéma. Donc, on a deux chromosomes qui sont impliqués dans cette pathologie, le chromosome 9, ce que vous voyez là, et le chromosome 22. Il y aura un échange qui est réciproque. Vous voyez les flèches. Donc, une partie du chromosome 22 va être collée au chromosome 9 et, bien sûr, une partie du chromosome 9 va aller au chromosome 22. D'accord? Donc, il va y avoir un échange qui est réciproque, d'accord, entre les deux chromosomes. Et bien sûr, vous voyez là, sur le chromosome 22, c'est le gène BCR. Et voyez là sur le chromosome 9, c'est le gène ABL, d'accord? Quand on va transloquer cette partie ABL sur ce gène, d'accord, on va avoir le gène BCR-ABL, d'accord, qui va se former, d'accord? Et ce gène va être responsable de la formation ce gène BCR-ABL, vous voyez, c'est de l'ADN. Ensuite, il va donner de l'ARN. Ensuite, l'ARN, il va être codé en protéine. D'accord? La protéine, elle a une forte activité tyrosine kinase et cette protéine, elle est responsable de la prolifération qui est anormale des cellules qui vont donner les granulocytes. D'accord? Il y a plein d'étudiants qui ont une définition fausse de la leucémie myéloïde chronique. Ils disent que toutes les cellules matures myéloïdes vont proliférer. Non, c'est seulement les précurseurs plus ou moins matures de la lignée des granulocytes, c'est-à-dire qu'ils vont donner les pôles nucléaires. D'accord? Donc on aura, à cause de cette protéine, donc on aura une prolifération qui est anormale, exagérée, d'accord, qui ne s'arrête pas. Donc c'est une prolifération qui est maligne. Et en même temps, on aura inhibition de l'apoptose. C'est-à-dire que la cellule qui va se former, elle a une durée de vie illimitée. D'accord? Ce qui fait qu'on aura une croissance exagérée de plein de cellules. D'accord? En même temps, on aura inhibition de l'adhésion des progéniteurs au stroma de la moelle osseuse. Dans le cas normal, les cellules au niveau de la moelle osseuse, ils adhèrent, c'est-à-dire ils sont collés sur la moelle osseuse, sur le stroma de la moelle osseuse, c'est-à-dire ils ne passent jamais dans le sang. On ne trouve jamais ces précurseurs plus ou moins matures au niveau du sang. On trouve seulement les cellules vraiment matures, c'est-à-dire globules rouges, plaquettes, polynucléaires vraiment, mais on ne trouve pas la cascade des précurseurs au niveau du sang parce qu'ils sont collés. À cause de cette translocation, disons, 9 qui va former notre chromosome Philadelphie, d'accord? Donc on aura l'inhibition de l'adhésion et donc tous ces précurseurs, à force qu'ils prolifèrent, ils vont aller vers le sang périphérique, d'accord? Dès que vous comprenez ça, vous allez comprendre la clinique et les signes biologiques. Donc ils vont aller vers le sang. Donc on a deux mécanismes pour que les cellules vont vers le sang. Donc, premièrement, donc on aura inhibition de l'adhésion de ces progéniteurs, donc ils passent directement vers le sang. Et à un moment donné, à cause de la prolifération des cellules, la moelle sera étouffée. Donc, elle est obligée d'envoyer quelques cellules vers le sang périphérique. D'accord? Donc, le mécanisme est double. Le mécanisme du passage des cellules vers le sang. D'accord? Très bien. Cette planche nous donne une information qui est très très importante. La leucémie chronique, d'accord, myéloïde ou lymphoïde, au contraire de la leucémie aiguë, d'accord, il n'y a pas un blocage de maturation. C'est-à-dire dans la leucémie aiguë, les blastes n'arrivent pas à maturer et n'arrivent pas à donner les précurseurs.
D'accord? Donc la cascade de maturation, elle est bloquée. Là, dans la leucémie, désolé, la leucémie chronique, on n'a pas un blocage de maturation, c'est-à-dire les cellules les placent dans le plus normalement possible des précurseurs. Ces précurseurs maturent le plus normalement possible, mais la maturation et la prolifération, elle est anormale. C'est-à-dire on a un nombre élevé de ces précurseurs au niveau de la moelle. D'accord? Très bien. Donc on a un nombre élevé dans la moelle, donc ces précurseurs plus ou moins matures de la ligne granulocytaire, c'est-à-dire qu'ils vont former les polynucléaires neutrophiles, donc ils vont passer vers le sang. Et on a défini dans le cours hématémétrie les précurseurs qui vont vers le sang de la lignée granulocytaire, on appelle ça myélémie. D'accord? C'est plus ou moins un signe biologique. D'accord? Très bien. Et bien sûr, ces précurseurs, tant qu'il n'y a pas un blocage de maturation, donc ces cellules précurseurs qui prolifèrent de façon anormale au niveau de la moelle, ils vont donner des leucocytes. D'accord? Ils vont donner, désolé, ce n'est pas des leucocytes, des polynucléaires, d'accord, de la ligne granulocytaire. Ils vont donner des polynucléaires, d'accord? Vous voyez les polynucléaires, d'accord? Et ces polynucléaires, ils ont un nombre élevé que la normale, d'accord? Parce que les précurseurs, déjà, ont un nombre élevé. Et donc, ces précurseurs vont passer vers le sang et donnant une leucocytose. C'est-à-dire augmentation déjà. Tant qu'on a une augmentation des polynucléaires, logiquement, on aura augmentation du nombre des leucocytes. Un peu d'épidémiologie, donc elle représente, donc la leucémie myéloïde chronique représente 7 à 15% des leucémies de l'adulte. D'accord? Vous remarquez en Algérie, donc on parle de l'Algérie, là la leucémie myéloïde chronique, le rapport entre la leucémie myéloïde chronique et lymphoïde chronique est égal à 2. C'est-à-dire on conclut qu'en Algérie, la leucémie myéloïde chronique est plus fréquente que la leucémie lymphoïde chronique. D'accord? L'âge peut se voir à tout âge, y compris l'enfant. L'âge moyen est compris entre 30 et 50 ans. Vous voyez qu'elle touche beaucoup plus l'adulte. D'accord? Le sexe, donc discrète, prédominance masculine, tant que le sexe ratio c'est 1 sur 4. Donc il y a une légère prédominance masculine. Pour les étiologies et les facteurs favorisants, d'accord, il y a une différence entre le mot étiologie et le mot facteur favorisant. D'accord? Les étiologies, c'est-à-dire c'est la cause réelle, certaines de la pathologie. D'accord? Les facteurs favorisants, ce sont des facteurs qui augmentent plus ou moins la probabilité de la survenue de la maladie. Mais ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui sont exposées aux facteurs de risque vont développer de leucémie myéloïde chronique. D'accord? Donc c'est ça la différence entre étiologie et facteurs favorisants. Là, les étiologies, on voit que l'étiologie, elle est inconnue, mais quand même les facteurs favorisants de l'apparition de leucémie myéloïde chronique, donc les facteurs qui vont, augmenter la probabilité de développer la maladie, donc c'est l'exposition aux radiations ionisantes et l'exposition au benzène. Donc la leucémie myéloïde chronique, elle est considérée maintenant, donc elle est ajoutée au tableau des maladies professionnelles, donc bien sûr elle est considérée comme maladie professionnelle chez les sujets exposés aux radiations ionisantes ou au benzène. D'accord? Très bien. C'est-à-dire c'est une maladie qui survient au milieu professionnel. Donc là, on aborde l'élément le plus important du cours, c'est le diagnostic de la leucémie myéloïde chronique sur le plan clinique. D'accord? Donc, on abordera la leucémie myéloïde chronique. Il faut savoir qu'elle se développe sur plusieurs phases. D'accord? Vous allez comprendre les différentes phases, mais pour le moment, concentrez-vous sur la phase chronique. Quand je vous dis la phase chronique, c'est-à-dire plus ou moins c'est la phase stable. C'est la phase plus ou moins stable. D'accord? C'est la phase chronique. Alors là, on abordera les circonstances de découverte. On peut avoir une pesanteur ou douleur de l'hypocondre gauche, donc en rapport avec une splénomégalie, d'accord? Parce que toutes les cellules de la ligne polynucléaire peuvent aller vers la rate, d'accord? Donc la rate, n'oubliez pas qu'elle fait l'hémolyse de ces différentes cellules. Et donc, on retrouve dans certains cas une splénomégalie. D'accord? On peut avoir une découverte fortuite dans 40% des cas. Et bien sûr, la découverte peut être suite à des complications, à l'apparition de complications, plus rarement de type hémorragie. Donc n'oubliez pas que chaque ligne qui prolifère, elle va inhiber la prolifération de d'autres lignées. C'est-à-dire que dans cette pathologie, on aura prolifération des précurseurs qui vont donner les polynucléaires, d'accord, les granulocytes. Cette prolifération anormale va, disons, inhiber
les autres lignées à se maturer et donner des cellules matures. Les autres lignées, quelles sont les autres lignées? C'est les lignées des plaquettes et c'est les lignées des globules rouges. D'accord? Donc, la ligne des plaquettes est touchée. Donc, généralement, au niveau du sang, on trouve une thrombopénie. C'est-à-dire que les précurseurs qui vont donner les plaquettes n'arrivent pas à maturer, d'accord, à rentrer dans la cascade de maturation parce qu'il y a plein, disons, des cellules de la lignée granulocytaire qui occupent tout l'espace. Il n'y a pas d'espace pour les autres cellules de se proliférer. Donc, il y aura inhibition d'autres cellules et donc on aura une thrombopénie. Et la manifestation clinique de la thrombopénie, c'est l'hémorragie. D'accord? C'est l'hémorragie. Très bien. Là, c'est dans le cas le plus fréquent. Dans certains cas, ces cellules, d'accord, qui prolifèrent de façon maligne, peuvent produire des cytokines, d'accord, qui vont stimuler, désolé, alors qui vont stimuler la lignée des plaquettes à proliférer. Et dans ce cas contraire, on aura une thrombocytose, c'est-à-dire augmentation des plaquettes. Donc, on aura des thromboses. Pourquoi les crises de gouttes? Les crises de gouttes, vous savez que ils ont une relation avec l'augmentation de l'acide urique. Je vous ai dit dans la leucémie myéloïde aiguë, ces cellules, tant que ce sont des cellules qui sont malignes, qui prolifèrent au niveau de la moelle, ils peuvent passer au niveau du sang. Tant que ce sont des cellules qui sont anormales, malignes, ils peuvent s'éclater à n'importe quel moment. Donc, ils peuvent être lysés à n'importe quel moment. Quand il y aura lyse de ces cellules au niveau du sang, il y aura libération des produits à l'intérieur de ces cellules. D'accord? Le potassium, l'acide urique, etc. C'est pour ça qu'on peut avoir une hyperuricémie et notamment des crises de gouttes, que ce soit au niveau leucémie aiguë, mais surtout au niveau de la leucémie myéloïde chronique. C'est en rapport avec l'hyperuricémie. D'accord? Passons un petit peu à l'examen clinique. Qu'est-ce qu'on va voir dans l'examen clinique en cas de leucémie myéloïde chronique à sa phase chronique? Donc, état général conservé. Pourquoi l'état général conservé? Parce que ce n'est pas comme le cas de la leucémie aiguë, il n'y a pas une maturation. C'est-à-dire qu'il y aura blocage de maturation, on n'aura pas de cellules matures. D'accord? C'est pour ça que les manifestations cliniques s'installent plus rapidement, plus brutalement que dans la leucémie myéloïde chronique. Là, il y a pas vous voyez qu'il n'y a pas un blocage de maturation. Les cellules vont faire le plus normalement possible leur maturation de la lignée granulocytaire, mais au contraire, il y a inhibition des autres lignées, d'accord? Mais quand même, c'est pas comme le cas de la leucémie aiguë où il y a carrément un blocage. On va retrouver un état général altéré. Là, l'état général est plus ou moins conservé. Je redis, on est dans la phase chronique, la phase plus ou moins stable. La splénomégalie, dans 90% des cas, donc on peut calculer des bords spléniques, d'accord? C'est une méthode objective pour voir est-ce qu'il y a une splénomégalie ou non. D'accord, on calcule le rebord costal, d'accord, gauche, jusqu'à la fin de la splénomégalie par la palpation. Et on calcule, c'est ça le débord splénique. D'accord? Parce que la classification de la splénomégalie type 1, type 2, type 3, type 4 reste vraiment subjective et elle est remplacée par le calcul du débord splénique. Hépatomégalie inconstante, des adénopathies qui sont absentes parce qu'on n'a pas une prolifération de la lignée lymphocytaire. Vous voyez que les ganglions, ils sont riches en lymphocytes. Et tant que les peaux nucléaires n'ont aucune relation avec les ganglions, donc là, généralement, on trouve des adénopathies qui sont absentes. D'accord? On peut avoir des douleurs localisées à la pression du sternum, signe de Cravert. Donc, il y a une prolifération au niveau de la moelle osseuse. Le sternum est un os et donc on peut avoir des douleurs. Syndrome hémorragique à type d'échymose, parce qu'on peut avoir, je vous ai dit, une thrombopénie. Très bien. On passe au bilan biologique, d'accord? Mais là, je dis bien le bilan biologique d'orientation. C'est-à-dire, si on trouve ces signes, ça nous oriente vers la leucémie myéloïde chronique, mais ça ne confirme pas le diagnostic. C'est-à-dire que ces bilans biologiques ne sont pas suffisantes, disons, pour confirmer le diagnostic. D'accord? Donc, ce sont des bilans biologiques, vous voyez, d'orientation. Ils vont nous donner des signes biologiques, d'accord, qui vont nous orienter à la leucémie myéloïde chronique. Donc là, l'hémogramme, donc on aura une hyperleucocytose. D'accord? Une hyperleucocytose, vous voyez bien, supérieure à 50 000 éléments par millimètre cube.
Alors que le taux normal, je vous rappelle toujours les taux normaux pour que vous les reteniez. Donc là, le taux normal, c'est entre 4000 et 10 000. D'accord? Donc là, vous voyez qu'il y a prolifération de la lignée des polynucléaires. Alors, si on fait un hémogramme, quels sont les signes biologiques qu'il va nous donner s'il y a une leucémie myéloïde chronique? Par un simple raisonnement logique, d'accord? N'apprenez jamais, d'accord? Comme ici, il ne faut jamais apprendre par cœur, sauf quelques notions qu'il faut, comment dirais-je, la règle, d'accord? Il faut les apprendre, mais là, il faut comprendre, d'accord? Par raisonnement logique, vous allez déduire les signes cliniques. Tant qu'on a une prolifération des précurseurs qui vont donner les globules blancs, d'accord? Il n'y a pas un blocage de maturation, donc toujours il y a des globules blancs matures qui vont se former, mais en excès, parce qu'au départ, les précurseurs sont en nombre élevé. Donc finalement, on aura une hyperleucocytose, augmentation des polynucléaires, augmentation des globules blancs, qui est due à l'augmentation des polynucléaires. Que ce soit les polynucléaires neutrophiles, donc là on appelle polynucléose neutrophile, basophiles on les appelle eosinophilie, et eosinophilie, et pour les polynucléaires eosinophiles, donc eosinophilie, et les polynucléaires basophiles, c'est la basophilie. D'accord? Ça, c'est numéro 1. Deuxièmement, les globules blancs n'ont pas les globules rouges n'ont pas d'espace pour se proliférer, donc on aura une anémie. D'accord? Normocytaire normochrome, art génératif, parce que le problème est central. D'accord? Là, le taux de plaquettes, je vous ai dit que là, on peut avoir une hémorragie. D'accord? Là, le taux de plaquettes peut être bas. D'accord? Mais là, ils ont mis les cas les plus fréquents. D'accord? Les cas les plus fréquents, soit le taux de plaquettes est normal ou élevé. Je vous ai dit que c'est... Désolé. Ces cellules peuvent donner des précurseurs, des cytokines pour stimuler la lignée des plaquettes de proliférer. Et donc, on peut avoir un taux de plaquettes qui est élevé. D'accord? Le frottis sanguin maintenant, tant que ces précurseurs de la lignée des polynucléaires, la moelle va être étouffée, ils vont passer vers le sang. D'accord? Ils vont passer vers le sang, on va les objectiver par le frottis sanguin. D'accord? Normalement, dans un frottis sanguin normal, on ne trouve pas des précurseurs, on trouve seulement les cellules matures. Là, on trouve ces précurseurs, c'est anormal. On appelle ça une myélémie. D'accord? Pourquoi harmonieuse? Parce qu'on retrouve généralement toutes les précurseurs, les stades de maturation des précurseurs. D'accord? Donc, vous voyez métamyélocyte, polyeosinophilie, mélocyte neutrophile. Donc, on retrouve toute la cascade de maturation des précurseurs. C'est pour ça qu'elle est harmonieuse. La myélémie est un signe de régénération, mais lorsque son taux est vraiment élevé, donc supérieur à 20%, d'accord? Ça excède les normes et donc on aura suspicion de leucémie myéloïde chronique. D'accord? On l'appelle myélémie harmonieuse qui est supérieure à 20%. D'accord? Très bien. Là, vous voyez que le taux de blast est inférieur à 5%. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas un blocage de maturation. D'accord? On n'a pas un blocage de maturation. Très bien. Alors, pour le diagnostic de certitude, on peut faire le karyotype. D'accord? C'est quoi le karyotype? Donc, c'est à partir de la moelle, à partir des cellules de la moelle, on peut déterminer, d'accord, quand vous voyez la formule génétique des différentes gènes. D'accord? Alors, vous voyez un patient qui a un karyotype normal, toutes les différentes chromosomes sont identiques dans la paire. D'accord? Vous voyez? Et vous voyez un patient qui est atteint de leucémie myéloïde chronique. Donc, vous voyez le chromosome 9. Je vais agrandir un petit peu. Vous voyez ce bout, d'accord, qui est en excès par rapport à ce chromosome. D'accord? Ce bout-là appartient au chromosome 22. D'accord? Il y a un bout qui manque, il y a un bout qui existe là, au niveau du chromosome 9. Donc, c'est ça la translocation 9-22, chromosome Philadelphie. Donc là, c'est un karyotype qui est atteint. Donc, c'est le diagnostic de certitude de la leucémie myéloïde chronique. Alors, on peut faire autre examen complémentaire, d'accord? Le myélogramme, il permet de faire le karyotype qui est le diagnostic de certitude. Et en même temps,
On précise le stade de la maladie. On va voir quelle est la signification de cette phrase, d'accord? Et bien sûr, quand on fait un myélogramme pour une étude cytologique de la moelle, qu'est-ce qu'on va retrouver? Les cellules qui prolifèrent de façon anarchique. Donc on va voir une hyperplasie granuleuse, c'est-à-dire qui va toucher la lignée des pôles nucléaires. Donc vous voyez 80 à 90%. D'accord? Donc c'est une prolifération qui est anormale. Vous voyez que le taux de blast est moins de 10% de cellules, parce qu'on est dans la phase chronique. Je répète, on est dans la phase chronique. D'accord? Parce que toute leucémie myéloïde chronique peut se transformer en leucémie aiguë. Ça, c'est un point à retenir. Donc, leucémie myéloïde chronique peut se transformer en leucémie aiguë. D'accord? Donc là, on est dans la phase stable, c'est-à-dire on est dans la phase de la leucémie myéloïde chronique réelle. D'accord? C'est-à-dire que le taux de blast devient inférieur à 10%. Très bien. Une composante eosinophile et basophile est parfois observée. Fonction biopsie osseuse, elle est inutile. Pourquoi? Parce que vous voyez que le myélogramme, d'accord, fait le tout. Fonction biopsie osseuse, elle est vraiment invasive. Et la règle, c'est de commencer toujours par les examens non invasifs. Pourquoi pas faire des examens non invasifs pour confirmer le diagnostic. Et là, on n'a pas besoin de cette fonction biopsie osseuse. On aura des taux élevés d'acide urique LDH, d'accord? Parce qu'on a ce syndrome, je vous ai dit, le syndrome de Lees. Le syndrome de Lees provoque la libération de ces composants, d'accord? Surtout l'acide urique. Donc, on aura une hyperuricémie. Anomalie fonctionnelle plaquettaire, peu importe. Et des anomalies de la coagulation, diminution du facteur 5. Alors, résumons un petit peu. Donc là, diagnostic de la leucémie myéloïde chronique dans sa phase chronique positive. Là, tout d'abord, on a un adulte jeune, entre 20 et 50 ans. Une splénomégalie récente, d'accord, de volume rapidement croissant. Donc, on a une hyperleucocytose, d'accord, augmentation des pôles nucléaires de tout type. Et donc, on aura forcément augmentation des globules blancs. Ces cellules vont migrer vers le sang périphérique et donner ce qu'on appelle une myélémie. Et le diagnostic de certitude, c'est par le karyotype. On va objectiver le chromosome de Philadelphie. On peut avoir, par biologie moléculaire, le produit de transcription de l'ARN. C'est le BCR-ABL. On peut mettre en évidence cette protéine. Alors là, il y a certains critères pronostiques, d'accord, comme le score de Sokal. D'accord? Il faut savoir que c'est un score qui se calcule à partir de différents éléments, dont l'âge, le débord splénique, les blastes au frottis sanguin, les plaquettes, l'hématocrite, le sexe. D'accord? Et il en résulte de cette classification, c'est pas une classification, c'est plutôt un score. D'accord? 3 groupes. À faible risque, risque intermédiaire ou au risque, c'est en relation avec le pronostic de cette leucémie myéloïde chronique. D'accord? Bien sûr, le volet évolution, s'il n'y a pas un traitement de la pathologie, je vous ai dit, on va aborder ces phases. Elle va avoir une évolution en 3 phases successives. La première phase, c'est la phase chronique, c'est-à-dire stable, d'accord? Donc, on aura la leucémie myéloïde chronique proprement dite, d'accord? Ensuite, on aura la phase d'accélération. Pourquoi la phase d'accélération? Parce qu'on a une accélération vers la transformation vers la leucémie aiguë. Je vous ai dit que chaque leucémie myéloïde chronique, elle a la chance, si on ne la traite pas, elle va se transformer en leucémie aiguë. C'est-à-dire qu'on va finalement aboutir à la leucémie aiguë, les signes de la leucémie myéloïde aiguë, d'accord? Et même le traitement change. Si la leucémie myéloïde chronique aboutit à la phase d'acutisation, d'accord, ou ce qu'on appelle la phase de transformation blastique, là, le traitement, c'est carrément de la leucémie aiguë, d'accord? C'est comme si on a sorti de la leucémie myéloïde chronique, d'accord? Donc, l'évolution, c'est en 3 phases. La phase de chronicité, la phase d'accélération et la phase d'acutisation ou la transformation blastique. S'il y a le traitement, donc on a 2 volets de traitement, le traitement qui est classique,
qui donne des bons résultats, mais le traitement qui a changé vraiment la prise en charge, c'est l'ITK, d'accord? C'est l'inhibiteur de la tyrosine kinase. On a déjà dit que cette protéine, c'est elle qui a une forte activité tyrosine kinase, qui est responsable de la prolifération. Donc, si on arrive à inhiber cette protéine, donc tout rentre dans la normale, d'accord? Très bien. Là, vous voyez sous traitement classique, on va voir quel est le traitement classique. On va obtenir une réponse hématologique complète. C'est-à-dire, si on fait un hémogramme, FNS, on retrouve le tout, on le retrouve normal. D'accord? Mais bien sûr, de courte durée, 6 mois. Et bien sûr, sans réponse cytogénétique ni moléculaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on fait notre karyotype, toujours on va voir ce chromosome de Philadelphie. Si on fait la biologie moléculaire, toujours on va voir cette protéine qui est BCR-ABL, qui a une forte activité tyrosine kinase, qui est toujours responsable de la pathologie. D'accord? Ça, c'est ce traitement classique. Maintenant, sous l'ITK, qui a vraiment changé la prise en charge de la leucémie myéloïde chronique, il donne de bons résultats. Pourquoi? Parce qu'on inhibe cette protéine. D'accord? Donc, on aura obtention de la réponse hématologique complète avec une réponse cytogénétique et avec une réponse moléculaire. D'accord? Très bien. Là, c'est un tableau, je dirais, à retenir, d'accord, qui illustre les différentes phases. La phase chronique, on a déjà parlé de la phase chronique. Tout ce qu'on a parlé au début, les signes de découverte, l'examen clinique, l'examen biologique et les examens de certitude, on a parlé de la phase chronique de la leucémie myéloïde chronique. Maintenant, quand on a la phase d'accélération, quand on est dans la phase d'accélération, on aura altération de l'état général. Vous remarquez que dans la phase chronique, on a déjà dit que l'état général n'est pas altéré. Là, on commence à avoir une altération de l'état général, un amaigrissement, des douleurs osseuses. Et le critère le plus important, vous voyez bien, c'est les critères de l'OMS, un critère Erecki. Donc là, les blastes, remarquez les blastes, on a déjà dit qu'en cas de leucémie myéloïde chronique, dans la phase chronique, les blastes n'excèdent pas les 10%. Là, on commence à avoir une augmentation du taux de blast. Donc, le profil de la pathologie est en accélération vers la leucémie aiguë. D'accord? Le taux de blast est entre 10 et 19%. D'accord? Le taux de plaquettes inférieur à sont des critères. D'accord? Je ne vais pas les citer les taux, mais vous voyez, les critères sont devant vous. Des critères de l'OMS. Si l'un est présent, d'accord, ça nous permet de diagnostiquer la phase d'accélération. D'accord? La durée survient après 3 ans de la phase chronique. Et la durée, vous voyez la durée devant vous, entre 12 et 18 mois. Et bien sûr, si la phase d'accélération se termine, elle va aboutir tout le temps à la phase de transformation blastique. C'est-à-dire, on a la transformation, comme si on a la transformation d'une pathologie à une autre pathologie. D'accord? Si on arrive à la phase blastique, la maladie, elle n'est plus appelée leucémie myéloïde chronique, mais elle est appelée leucémie aiguë, directement. D'accord? Elle est appelée leucémie aiguë. D'accord? Même le traitement, c'est le traitement de la leucémie aiguë, qu'on a déjà parlé. Donc, fièvre, douleur osseuse, les signes d'insuffisance médulaire. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas une maturation. On aura toujours le blocage de maturation. Il n'y a pas de pôle nucléaire, il n'y a pas de leucocytes, il n'y a pas de globules rouges, il n'y a pas de plaquettes. Donc, on aura une anémie, thrombopénie, leucopénie, d'accord? Et vous voyez, le signe le plus important, c'est les blastes. Le critère diagnostique de la leucémie aiguë, on a déjà dit qu'il est blast. Le taux de blast au niveau du médulogramme qui devient supérieur à 20%. D'accord? Qui devient supérieur à 20%. Donc, on aura prolifération de ces blasts. D'accord? Très bien. Alors, parlons un petit peu des complications de la leucémie myéloïde chronique. Donc, on a déjà dit qu'on peut retrouver un taux de plaquettes qui est, donc généralement, dans la leucémie myéloïde chronique, on trouve soit le nombre de plaquettes normal, soit élevé. Quand on a le nombre de plaquettes élevé, on l'appelle thrombocytose. Donc, on peut avoir la formation de thrombus au niveau des vaisseaux, donc les thromboses. D'accord? Et les thromboses, ça dépend le siège de la thrombose. Donc, les signes cliniques sont différents.
si la thrombose elle est veineuse, si la thrombose elle est artérielle, si la thrombose touche les artères qui vascularisent la rate, donc on peut avoir un infarctus splénique, peu importe. Ces cellules sont anormales, ils vont libérer l'acide urique, donc on peut avoir une augmentation de l'acide urique et éventuellement crise de goutte par précipitation de ces crises entre les articulations et même précipitation de l'acide urique dans les voies urinaires qui peut être responsable de la lithiase urinaire. Vous voyez, tout ça, ce sont des complications. D'accord? Si on a une thrombopénie associée à la leucémie myéloïde chronique, on peut avoir cette complication hémorragique thrombopénie. D'accord? Très bien. On peut avoir une complication hémorragique. Maintenant, on arrive à un volet très important dans le cours, c'est le traitement. D'accord? Bien sûr, toujours on a un traitement spécifique dans le cas de leucémie. Le traitement spécifique, on a le traitement symptomatique qui traite les signes de la pathologie. Alors, avant de faire ce traitement, il faut faire absolument un bilan préthérapeutique, d'accord, pour juger est-ce que la personne est apte à accepter tous les types de traitements ou les changer en fonction des résultats de ces bilans préthérapeutiques. Donc, on peut faire un groupage si éventuelle transfusion, parce qu'on a eu l'anémie, les sérologies, d'accord, les bilans hépatiques et rénales, parce que les produits de la chimiothérapie ont un métabolisme hépatique et une élimination rénale. Donc, on doit juger la capacité de ces deux organes à accepter le traitement qu'on va donner et la glycémie. Maintenant, le traitement symptomatique est basé sur les symptômes. Rien à expliquer. Donc, hospitalisation inutile sauf si hyperleucocytose symptomatique. Vous voyez que je vous ai déjà parlé du syndrome de leucostase quand je vous ai abordé la leucémie aiguë, d'accord, la leucémie aiguë. Donc, si on a une augmentation du nombre des globules blancs, d'accord, si on a une augmentation du nombre des globules blancs, on l'appelle syndrome de leucostase. Alors, le syndrome de leucostase peut toucher les vaisseaux, on l'appelle leucostase cérébrale. Donc, on aura un tableau d'agitation, de céphalée, qui peuvent aller jusqu'à troubles de conscience et coma. On peut avoir une leucostase pulmonaire au niveau des vaisseaux pulmonaires, etc. D'accord? Donc, hospitalisation inutile, sauf si le syndrome de leucostase est exprimé sur le plan clinique. D'accord? Je vous ai dit qu'il y a libération des produits des cellules, donc lyse des cellules au niveau des vaisseaux, donc augmentation de l'acide urique, etc., tous ces produits toxiques. Donc on aura même une hyperkaliémie parce que le l'ion le plus majeur au niveau des cellules, c'est le potassium. D'accord? Donc on doit réhydrater pour prévenir l'insuffisance rénale et pour diluer un petit peu ces produits dans le sang. Donc boisson alcalin abondant. D'accord? Très bien. On peut même utiliser l'allopyrénol qui est un inhibiteur ou un... J'ai oublié le mot. L'essentiel qui interfère avec l'acide urique. D'accord? J'ai totalement oublié le mot. J'ai oublié le mot. L'essentiel qu'il va inhiber, un chélateur, d'accord? Un chélateur de l'acide urique. Donc, c'est un traitement, vous voyez, symptomatique. Donc là, proscrire les ARNS et les injections intramusculaires hémorragiques. Et bien sûr, contraception chez une femme en âge de procréer parce que la grossesse est impossible avec ce type de traitement. D'accord? Avec ce type de traitement. Alors là, le traitement spécifique, on va voir le traitement spécifique qui est le traitement classique. Je vous ai déjà dit qu'il y a deux traitements, le traitement classique et le traitement qui a changé la prise en charge. Là, on parle du traitement classique, c'est l'hydréa. C'est tout simplement un antimétotique qui va inhiber la synthèse de l'ADN et donc inhiber les cellules à se proliférer. D'accord? Donc, toujours on a dose d'attaque, dose d'entretien, sans rentrer dans les détails. On a les effets secondaires comme tout traitement. D'accord? On a déjà dit qu'il permet d'obtenir la réponse hématologique chronique, complète, désolé, mais bien sûr sans réponse cytogénétique ni de réponse moléculaire. D'accord? Très bien. Bien sûr, on peut utiliser l'interféron alpha et bien sûr le traitement qui permet d'obtenir des rémissions qui sont vraiment de longue durée, c'est
l'allogreffe de la moelle osseuse. Bien sûr, c'est pas la peine de faire des greffes de moelle osseuse chez un sujet qui est âgé. Donc, le sujet doit être jeune, moins de 65 ans. Désolé. Et bien sûr, qu'il y a un dolour HLA compatible. Bien sûr, la greffe de la moelle osseuse, elle est réservée si seulement il y a une résistance aux ITK. On va voir les ITK. D'accord, le traitement spécifique qui a vraiment modifié la prise en charge. Donc, c'est sous forme de gélules. Donc, il y a l'ITK, l'inhibiteur de tyrosine kinase de première génération et de deuxième génération. D'accord? Pourquoi il y a plusieurs générations? Parce que dans certains cas, des patients n'acceptent pas, quand ils sont mis sur les ITK de première génération, on n'a pas des effets, d'accord? Donc le traitement est inutile de la première génération, donc on passe vers la deuxième génération, d'accord? C'est pour ça qu'il y a plein de générations de ce médicament, d'accord? Première génération, l'imatinib, la présentation et les doses, vous voyez qu'ils diffèrent, d'accord? Je vous ai dit qu'en cas de phase blastique, le traitement, c'est celui de la leucémie aiguë. Mais on rajoute l'imatinib, d'accord? Il faut savoir que l'imatinib, ce n'est pas vraiment le traitement spécifique de la phase blastique parce qu'on est dans la leucémie aiguë, d'accord? Donc, c'est le traitement de la leucémie aiguë. Mais quand même, on rajoute l'ITK, d'accord? Parce que c'est une forme spécifique de la leucémie aiguë qui est engendrée par une leucémie myéloïde chronique antérieure, d'accord? Comme tout traitement, il a des effets secondaires. D'accord? Et bien sûr, c'est le traitement de choix car il permet d'obtenir une réponse hématologique complète. Quelle est la définition de la réponse hématologique complète? Il faut absolument l'apprendre. C'est l'absence de la splénomégalie. C'est, disons, le myélogramme qui est normal, c'est-à-dire globules blancs normaux, plaquettes normaux, absence de myélébie au frottis sanguin. D'accord? Et bien sûr, ça permet aussi, contrairement au traitement classique, d'obtenir une réponse cytologique, c'est-à-dire absence du chromosome de Philadelphie, je vous ai dit au cariotype, et la réponse moléculaire, c'est-à-dire le taux de cette protéine diminue considérablement, d'accord? Parce qu'on est en train d'inhiber cette protéine, d'accord? Diminue considérablement, donc voici le ratio qui devient supérieur à 0,1%, d'accord? Ça, c'est la réponse moléculaire majeure, d'accord? Ça permet d'obtenir dans certains cas une réponse moléculaire complète, c'est-à-dire que bien sûr, on a disparition de toutes les protéines BCR-ABL, donc BCR-ABL donc devient indétectable. Alors un mot sur le mécanisme d'action de l'imatinib, donc inhibiteur de l'ITK. Donc voyez la protéine ITK, désolé, j'ai pas de curseur. Là, la protéine ITK, elle est en orange, d'accord? À gauche, vous avez la pathologie, d'accord? Et à droite, vous avez le mode d'action de l'imatinib, d'accord? Donc, à gauche, vous voyez cette protéine, elle est appelée tyrosine kinase. C'est-à-dire, il y a une protéine qui est tyrosine, d'accord? Kinase, ça veut dire qu'elle va ajouter un groupement phosphate ou phosphore, à la protéine tyrosine, d'accord? Par l'hydrolyse de l'ATP, d'accord? Elle va prendre le phosphore de l'ATP, d'accord? Elle va l'ajouter à la protéine tyrosine. Ça, c'est en plus. Et bien sûr, elle va libérer de l'ADP. L'imatinib, vous voyez qu'il occupe le site de la fixation de l'ATP. Donc, on n'aura pas cette phosphorylation de la tyrosine. Et donc, on n'aura pas les effets de cette protéine tyrosine kinase qui est la prolifération excessive des cellules. D'accord? Très bien. Alors, vous voyez qu'il y a des traitements de deuxième et de troisième génération en cas de non-réponse au traitement de première génération. Bien sûr, les différentes volets de surveillance sont clairs maintenant. Donc, surveillance clinique, donc les effets secondaires de l'imatinib, la splénomégalie. La surveillance biologique, donc sur le plan hémogramme, frottis sanguin, bilan hépatique et rénal toujours. D'accord? Très bien. Cytogénétique, là, d'accord, très bien. Donc, rappelez-vous qu'en cas de leucémie aiguë, on utilise la chimiothérapie. Ce n'est pas dans le cas de la leucémie myéloïde chronique qu'on utilise soit les antimitotiques, soit les ITK. Voilà. La surveillance, elle est cytogénétique, donc sur le plan karyotype. Cytogénétique, c'est-à-dire sur le plan des gènes. Et moléculaire, c'est-à-dire le produit des gènes. D'accord? Très bien.
Alors, c'est le tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez retenu au moins les bases de la leucémie myéloïde chronique. Je vous rencontre dans d'autres vidéos et bien sûr à la prochaine.